Mesdames, Messieurs, bonsoir. La saison de pluie s'est installée définitivement sur l'ensemble du pays où quasiment tous les jours il pleut un peu partout dans toutes les régions du Niger. Une situation satisfaisante pour les agriculteurs et autres éleveurs dont les espoirs reposent sur une bonne pluviométrie pour s'attendre à de bonnes récoltes et un bon pâturage pour la campagne agricole. Nous allons au cours de ce débat avec nos invités faire un état des lieux de la pluviométrie cette année et autres risques des inondations qui surviennent en pareilles circonstances. Nos invités sont M. Kachalou Gabtia Lawan, directeur de la météorologie nationale au ministère des Transports et de l'Aviation civile. Monsieur Megari Issoufou, directeur général de l'hydraulique au ministère de l'Environnement, de l'hydraulique et de l'assainissement, et le colonel-major Bako Boubacar, directeur général de la protection civile. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler de la pluviométrie cette année où c'est un constat depuis le mois de juin et beaucoup plus au cours de ce mois d'août. Il pleut abondamment dans toutes les différentes localités du Niger. Que dit la météo sur cette saison de pluie qui est toujours en cours? Quelle est la situation de la pluviométrie à cette date? À quand la fin de cette pluviométrie sur l'ensemble du territoire? Quelle est la situation sur les risques des inondations pour cette année comparativement à l'année dernière? Ce sont là plusieurs questions qui feront l'objet de ce débat. Et pour commencer cette question, que dit la météo cette année où l'on constate une abondance de la pluie? Monsieur le directeur de la météorologie nationale, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous. Merci bien, monsieur Abdoulaye. Donc, pour ce qui est de la situation pluviométrique sur notre pays, comme vous l'avez si bien dit, donc nous assistons, comme vous l'avez évoqué, à une situation de pluviométrie plutôt excédentaire, comme on peut le voir ici. D'accord. Globalement, en tout cas, sur l'ensemble du pays. Et ces pluies en termes de cumul jusqu'au 20 août varient de 123,4 mm à Agadez jusqu'à 780,9 mm à Sabongari. Ça, c'est dans le Dandi. D'accord. Mais il faut également signaler que pour les sujets qui nous concernent, en parlant des inondations, en dehors du fait que nous sommes en août, donc ça veut dire qu'il y a une saturation du sol. Je vais laisser après mon collègue oui. Et donc, en dehors du fait que nous sommes déjà pratiquement à un sol pratiquement saturé sur la majeure partie du pays, c'est surtout les phénomènes et les événements, disons, intenses qui créent les inondations en termes surtout des crues soudaines. C'est-à-dire que dans les villes, on voit que tout de suite, il y a l'eau qui s'entasse et puis bon, les gens sont inondés. C'est quand nous avons des situations vraiment d'intensité. Et c'est en cela que nous avons eu beaucoup de localités où on a enregistré plus de 100 mm en un seul événement. En une seule pluie? Oui, en une seule pluie. D'accord. Et on peut prendre quelques exemples ici. Par exemple, à Tibiri Douti, on a eu 118 mm. À Mayaï, 122,5 mm. Mene Soroa, 107,9 mm. Damagaram Sabangari, 147 mm en un seul événement. Yelou, 106 mm. Et nous avons Madaroufa, 104 mm, 118 à Agué. Taketa, 100,8. Et nous avons également 148 mm à Koremeroa. Donc vous voyez, 130 mm à Azerori, 102,5 à Moko. Et nous avons également donc à Fadama, donc c'est toujours Tibri d'Outi, 100 mm, et Gangara, donc à Gué, 111,5 mm. Donc c'est dire qu'effectivement cette année, en termes de précipitations, nous sommes encore bien partis pour à mi-parcours, bien entendu, parce que la situation que je donne, c'est jusqu'au 20 août 2025. Oui. Et donc, nous sommes dans une situation où nous avons quand même de façon globale un excédent pluviométrique avec des pics, n'est-ce pas, journaliers assez quand même fournis et qui pourraient justement expliquer un certain nombre de dégâts occasionnés. Certainement que le colonel-major va nous faire la situation dans les détails, n'est-ce pas, des dégâts qui ont été causés. Et en premier lieu, certainement, les pertes en vies humaines. Donc voilà ce que pour commencer, je peux dire par rapport à la situation, n'est-ce pas, de la pluviométrie de cette année à mi-parcours. D'accord, merci. Monsieur Begri, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette question de pluviométrie de cette année? Oui, merci beaucoup, monsieur Abdoulaye. Effectivement, comme l'a dit Kachalou, oui, le directeur de la météorologie nationale,
Cette année, effectivement, les précipitations importantes ont été enregistrées et qui ont occasionné effectivement des inondations. Concernant les inondations, au fait, il faut savoir qu'il y a 3 types d'inondations. Vous avez une inondation qu'on appelle une inondation pluviale, qui est due vraiment aux précipitations qui tombent un peu partout. Et ces types d'inondations, effectivement, ce sont des écoulements qui remplissent les zones dépressionnaires. C'est ça. Et donc les gens qui vivent dans ces zones-là sont soumis à des inondations régulièrement. Donc, et puis il y a les cours d'eau, maintenant les courriers qui se remplissent et qui coulent et puis qui transportent en ce moment, qui charrient des grandes quantités d'eau et qui font des dégâts. Donc il y a ce premier type d'inondation. Donc ça vraiment c'est dû régulièrement aux précipitations. Maintenant il y a le second type d'inondation qu'on connaît, ce sont les débordements des cours d'eau, des fleuves, des rivières, tels que ceux qu'on connaît par exemple à Niamey, souvent en cette période-là du mois d'août. Donc ce type d'inondation on appelle débordements de cours d'eau, c'est des inondations fluviales. Donc maintenant, le troisième type d'inondation, ce sont des inondations dues à la remontée des nappes, comme il a dit tout à l'heure, parce que vous avez une recharge importante, les nappes qui sont saturées, ou bien le niveau de la nappe souterraine qui remonte, et vous avez une résurgence. On a un quartier ici, par exemple, le quartier actuellement derrière la BCA, où là, vous voyez un peu l'eau qui sort. Ça, c'est un autre type d'inondation aussi. Et les gens ont les pieds dans l'eau. Donc ça, c'est type d'inondation. Donc vous avez les 3 types d'inondation. Bon, l'inondation pluviale, elle est due effectivement directement aux précipitations et c'est ça qui amène ce qu'on voit un peu, ce dont le directeur de la météo vient de parler. Et ça, effectivement, il y a des dégâts. Mais malgré cela, on considère quand même qu'il y a eu moins de dégâts cette année quand même par rapport aux années... L'année dernière, parce que l'année dernière, vraiment, c'était une année exceptionnelle, comme on l'a dit. Vraiment exceptionnelle, mais par rapport aussi aux années humides 2012-2020. Et même maintenant, par rapport aux écoulements aussi, on observe par exemple par rapport au fleuve Niger et Niamey, des écoulements, la cote actuellement, elle tourne autour de 548 aujourd'hui. C'est vraiment en dessous de l'année passée, nettement en dessous de l'année passée, et en dessous des années humides. Au niveau du fleuve? Du fleuve au niveau de Niamey, à la station de Niamey. Donc on est en dessous vraiment des années humides et de l'année passée, ça c'est clair. Mais on est au-dessus de la moyenne des 10 dernières années. Donc cela, on est au-dessus de la moyenne des 10 dernières années. Donc vraiment par rapport aux inondations du fleuve. Et la période critique pratiquement dans les analyses statistiques que nous faisons, la période critique vraiment c'est fin août. C'est fin août qu'on assiste vraiment à des pics au niveau du fleuve Niger qui créent un peu les débordements. Et peut-être les autres cours d'eau aussi? Les autres cours d'eau, quand on regarde maintenant au niveau de la Koumadougou et autres là aussi, le niveau de l'eau est monté au niveau de la Koumadougou. Mais vous avez vu par exemple dans la région de Difa. Dans la région de Difa, il y a des travaux qui ont été faits récemment pour la protection un peu, je pense que c'est l'ONAHA qui a fait des travaux, tout ça, ça permet quand même de protéger actuellement la ville de Difa et autres par rapport à... Vraiment, c'est une très bonne chose, ça a permis quand même d'atténuer le coup. Mais maintenant, par rapport aux autres coris et cours d'eau, parce que comme je vous l'ai dit, les années passées, toutes les pluies importantes qui sont tombées ont entraîné une recharge importante de la nappe, surtout dans les vallées, dans les zones... Donc, ce qui fait que quand il pleut maintenant, il y a moins d'infiltration et il y a beaucoup d'écoulement. Donc, ce qui fait que vraiment, ce qui amène un peu ce type d'inondation, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Voilà, pour les hydrologues, c'est une très bonne chose. Mais pour les populations, avec les dégâts que ça amène, souvent, c'est pas. Parce qu'il faut relativiser les choses, en fait. C'est une bonne chose parce que la disponibilité de l'eau, c'est une très bonne chose quand les nappes se rechargent. C'est très bien. Voilà, donc, merci, M. Végré. Mon colonel-major, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Je précise, vous êtes régulièrement sur ce plateau pour donner un peu la situation de ce qui se passe quand on parle des inondations. Alors, question, que dit la météo cette année? Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à cette météo de cette année, sur l'abondance de pluie qu'on a constatée depuis quelques semaines, quelques mois? D'abord, je vais remercier les 2 services qui nous alimentent en information. D'accord. Et les données de la météo, les données de l'hydrologie, effectivement, concordent avec les espaces où on a constaté des inondations. Les localités citées tout à l'heure par la DMN sont celles-là qui ont reçu et qui ont enregistré des inondations avec... donc un certain nombre de ménages qui sont concernés. Et il faut dire aussi qu'au niveau des écoulements, c'est pareil, nous avons eu à constater les mêmes problèmes parce que à Niamey, il n'y a pas eu grand-chose, c'est vrai, puisque le fleuve, comme ils l'ont dit, il est descendu et puis enfin il est monté, il est redescendu. Mais nous avons enregistré des événements dans la région de Ménosoroa, très tôt, des événements dans le département de Tchibiri, des événements dans la vallée qui prend sa source au nord, donc région de Tillabéri, côté Adramboukan, c'est-à-dire nord-ouest Abala, Adramboukan passé par Tamashi, Dametoka, Tanchile, pour se verser dans la région, la ville de Filengue. Donc ce qu'il faut dire, c'est que
Et on peut dire que cette année, quand même, les chiffres ne sont pas dramatiques. Ils ne sont pas dramatiques comparés à l'année dernière. Okay. Voilà, parce que de manière générale, il y a à la même date, nous pouvons dire que cette année, nous sommes à 12 970 ménages sinistrés, alors que l'année dernière, c'était 60 000 ménages. Et le nombre de personnes cette année à date, c'est 96 500 personnes, alors que l'année dernière, c'était 463 072 personnes qui étaient concernées. Donc, de manière générale, il y a vraiment moins de pertes, il y a moins de dégâts sur les biens, sur les ménages, les infrastructures sociales de base et tout ça. Donc, on peut s'estimer heureux que, effectivement, la saison, c'est vrai, elle n'est pas terminée, mais quand même, c'est assez positif en termes de perspectives pour les récoltes. Nous avons aussi un enregistrement des pertes sur les cultures qui ont été constatées, notamment à partir du 15, des événements qui ont eu lieu à partir du 15 août. Nous avons enregistré aussi des pertes sur des infrastructures scolaires de base, et quelques infrastructures sanitaires. Mais grosso modo, on peut dire que, en tout cas cette année, on s'estime heureux qu'il n'y a pas beaucoup de pertes et qu'on espère qu'en dehors de ce qu'il y a eu concernant la grêle qui a été enregistrée ces derniers temps. Oui. La grêle, c'est où exactement? Alors, il y en a eu dans la région de Tillabéri, il y en a eu dans la région de Maradi. On a parlé de Baléares, c'est ça? Baléares, donc c'est pour ça que je parle de la région de Tillabéri. Alors, c'est des questions qui ont été traitées par les services compétents donc de l'agriculture. Mais ce qu'il faut retenir, je pense qu'il est important de dire que en début de saison, jusqu'à la date du 15 août, les chiffres étaient nettement moins. Ça a presque doublé dans la semaine du 15 août au 21 août, que les chiffres ont presque doublé. Sinon, de manière générale, vraiment, c'est ça la situation. Nous parlerons des autres aspects, bien sûr, qui sont la conséquence, notamment la réponse de l'État dans les questions suivantes. D'accord. Mon colonel-major, vous l'avez dit, qu'on peut s'estimer heureux pour cette campagne agricole compte tenu des éléments que vous avez donnés, parce que l'année dernière, nous étions ici, sur ce plateau, et on a vu la situation des inondations avec toutes les conséquences. Est-ce à dire question que c'est par rapport peut-être à la sensibilisation qui a été faite, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu la situation l'année dernière, on a vu cette année, au moins vous l'avez dit qu'on peut s'estimer heureux parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques, de conséquences comme l'année dernière. Alors, est-ce que c'est par rapport à la sensibilisation ou qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, d'abord, on ne va pas faire un excès d'optimisme, mais quand même, retenons que l'État a pris des dispositions. L'État a pris des dispositions en créant un comité national. Et cette année encore, ce comité a été réécrit en adaptant l'appellation des différents ministères qui sont concernés. Donc, tous les départements ministères sectoriels ont joué leur partition. Et le ministère de la Communication a fait beaucoup de communication, le COVAC, les différents acteurs au niveau des autorités, tant qu'au niveau central qu'au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des préfectures, donc je vais dire départements et les administrateurs délégués. Et figurez-vous que nous avons aujourd'hui une base de données de ces acteurs-là locaux qui ont été responsabilisés d'abord par le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur, mais aussi les autres départements ministériels ont pris la mesure de la chose pour faire beaucoup de sensibilisation. Ce qui fait qu'on peut effectivement se prêter au jeu de dire que ce sont en fait les conséquences positives de ces activités-là. Vous avez vu le comité qui a été mis en place l'année dernière, il a fait 16 réunions. Et toutes ces réunions ont fait l'objet de communiqués et de presse. Il y a eu beaucoup de visites donc, sur instruction du général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État. Et des missions ont été régulièrement dans les régions du pays, même si on ne pouvait pas sillonner toutes les régions. En tout cas, des régions ont été ciblées, des missions ont eu lieu, et les autorités locales ont aussi, les gouverneurs ont fait des missions de sensibilisation. Il y a une prise de conscience générale par rapport à cette situation. Nous pouvons effectivement affirmer cela, parce qu'aujourd'hui, le monde de l'école est là, les enseignants et les différents acteurs, en tout cas, même la société civile, les médias aussi. Les médias aussi ont fait leur travail. On se rappelle que vous avez fait des émissions à l'intérieur du pays pour vous rapprocher des populations. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question des inondations est une question qui a eu suffisamment de place dans les médias, dans l'agenda des différents départements ministériels pour espérer que si ça continue, on va arriver, et en tout cas, à réduire de manière substantielle les conséquences négatives de ces inondations pour prétendre
à des meilleures récoltes et pour que la saison de pluie soit plus opportunité, l'inondation soit plus opportunité et que cette eau qui passe, je ne vais pas me parler de l'eau, hein, tout à fait. mais je pense que le spécialiste est là, ils ne vont pas laisser l'eau passer. Voilà. D'accord. Merci mon colonel-major. Monsieur le docteur, quelle est la situation exacte de cette pluviométrie à cette date? Et je me rappelle, avant le démarrage de la campagne, vous avez quand même tenu un point de presse pour expliquer comment la campagne va se comporter cette année. Alors, est-ce que ce que vous avez dit pendant ce point de presse et ce qui se passe aujourd'hui, il y a une confirmation des faits ou pas? Parce que j'y étais à cette conférence que vous avez organisée pour annoncer comment la saison de pluie va se comporter. Quelle est la situation exacte aujourd'hui? Ok, merci M. Abdoulaye. Oui, justement. Et donc, je vais un peu juste revenir un peu en arrière pour dire que, effectivement, en début de chaque année, nous faisons une prévision appelée climatique saisonnière, où on donne la qualité de la saison attendue, c'est-à-dire en termes de cumul pluviométrique. Est-ce que les précipitations attendues vont être au-dessus de la moyenne, ou ce qu'on appelle la normale, c'est ça, ou bien ça va se trouver autour de la moyenne ou en deçà. C'est le même exercice qui est fait avec nos collègues de l'hydraulique sur les cours d'eau, les différents cours d'eau. Et Dieu merci, je crois que cette année encore, les prévisions étaient au-dessus de la moyenne. Ouais. Voilà, et donc maintenant, on avait justement dit qu'il y aura quelques difficultés en démarrage de la saison, parce qu'il y a des zones où il peut y avoir des arrêts de pluie, et bon, malheureusement, on a constaté également ça, et Dieu merci. Je crois que de façon globale, ça a été résorbé par les pluies qui sont venues assez régulièrement, et la quantité qui est tombée. Et abondamment. Voilà, et donc, de ce fait, on peut se dire qu'effectivement, c'est qu'on a prévu et de façon globale, vraiment observé. D'accord. Voilà, donc en termes de pluviométrie. Maintenant, pour revenir à la question de est-ce que, bon, les points de presse déjà. Oui. Et le colonel-major vient de dire qu'effectivement les médias ont amené un apport assez important. Et il faut dire que ces dernières années, c'est que nous avons vraiment constaté qu'il y a un engouement même de la société civile comme les médias, de tout ce que nous faisons d'abord à notre niveau, et au niveau des météos, l'hydrologie, et même pourquoi pas, là même la DGPC avec laquelle on travaille régulièrement ces dernières années, parce que c'est les informations que nous donnons, cette bonne collaboration qui fait que le COVAC a de la substance en termes, n'est-ce pas, d'éléments de prévision pour adresser, travailler sur l'information et adresser des informations précises, n'est-ce pas, aux différents concernés, n'est-ce pas. Et donc, tout ça a fait que certainement, quelque part, cette année, la sensibilisation a porté et que les populations, quand même, se sont ajustées. Bon, il est un peu regrettable de constater, même si jusqu'à présent le colonel-major n'a pas donné les chiffres, mais on les a quand même jusqu'au 22 août, et on a une trentaine de décès dus aux effondrements des maisons. Et c'est malheureux, parce que dans notre point de presse, justement, là où vous étiez, et on a donné la prévision, mais on a donné aussi les possibilités du point de vue de l'agriculture, du point de vue des inondations, n'est-ce pas, ce qui pourrait advenir, et les différents avis et conseils qu'on a vu prodiguer. Alors, pour ce qui est des conseils, un des conseils, parce que nous, ce qu'on déplore, c'est surtout les décès dus aux inondations, et surtout les effondrements des maisons et la noyade. Alors qu'on pouvait les éviter. On peut les éviter, effectivement, sur ce plateau, on l'avait dit la dernière fois, mais aussi au niveau de ce point de presse, nous avons été assez clairs pour même donner des alternatives. On dit que, bon, on peut, par exemple, faire des abris, c'est-à-dire que des hangars ou des abris temporaires, n'est-ce pas, pour s'abriter ou abriter sa famille. Et quand on n'est pas sûr, parce qu'on voit bien que maintenant nos maisons, surtout celles qui sont en banco, deviennent de plus en plus vulnérables, n'est-ce pas, à ce type de précipitation intense qui se fait dû au changement climatique. Et donc, donc, on vient de constater qu'il y a une baisse drastique, malgré tout, n'est-ce pas, du nombre de victimes. Mais on peut encore mieux faire. On peut mieux faire en ce sens que si vraiment on arrive à réaliser et que les gens commencent à faire. Quand j'étais à Zander dernièrement pour une évaluation, par exemple la commune de Dogo, j'étais très content de savoir qu'ils disent que non, eux ils ont tout suivi à la lettre et que quand vous allez partir là-bas, vous n'allez pas constater des dégâts dus aux effondrements des maisons. Parce que tout simplement, les chefs de famille ont dit au moins quelqu'un a un hangar ou deux dans sa maison. Déjà construit. Voilà. Et ça peut faire que ça diminue vraiment les risques qui sont liés, n'est-ce pas, à ces décès dus aux effondrements. La noyade,
certainement que le colonel-major va revenir là-dessus. Et l'année passée, c'était vraiment fâcheux. À un seul traversée des cours d'eau, on a plus de 50 morts. Oui, ça, on l'a vu dans la région d'Ottawa. Hein, effectivement, dans la région d'Ottawa. Et je crois que le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée, l'a rappelé dans son discours, où il a fait mention, effectivement, de ces cas, de ces situations où les gens, par négligence, vont traverser et perdre des vies comme ça. Je crois que tout ça, il faut qu'on continue à le faire, il faut qu'on travaille effectivement au niveau local, comme il l'a si bien dit, avec les chefs traditionnels, avec les administrations locales, pour que vraiment il y ait qu'on mette en place des protocoles assez fournis qui puissent encadrer ces genres de choses, en dehors c'est sûr pour ceux-là qui ne veulent pas suivre, n'est-ce pas, les consignes qui sont données. Donc moi je crois que c'est comme ça seulement qu'on peut arriver vraiment à juguler cela. L'autre chose qu'on peut voir, l'année dernière, je n'aime pas trop me référer à l'année passée parce que c'est une année très très exceptionnelle, en termes de pluviométrie bien entendu. Quand nous prenons par exemple la situation de Zender, Zender c'est une station dans notre base de données qui existe depuis 1905. Et nous avons les précipitations, nous avons fait la courbe de 1905 à 2024. Et 120 années de données. Et dans l'année 2024, il n'a jamais enregistré, depuis 1905, une pluviométrie qui a atteint ce niveau-là. Et de loin. Et donc, c'est dire que c'est vraiment une année où la mousson s'est d'abord comportée particulièrement très renforcée dans la mesure où le front tropical est parti jusqu'à la Libye. Et c'est pourquoi nous avons enregistré des précipitations sur le Djado, sur l'Aïr, et tout ça a fait que, et peut-être mon collègue Megari va le préciser, même les cours d'eau fossiles ont commencé à se réveiller ces dernières années, on le voit bien. Et tout ça parce qu'il y a beaucoup de quantités d'eau tombées et qui reprennent leur voie pour revenir. Donc voilà, et donc c'est ce que je peux dire pour le moment. Donc, sur on peut avoir une idée du cumul à cette date? Oui, c'est ça que j'avais donné. J'ai dit que ça a varié entre, quand tu prends Agadez, 123 mm, donc le minimum, jusqu'à 780,9 mm à Sabongari. À Sabongari, d'accord. Voilà. D'accord. Merci. Oui, M. Begari, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette situation exacte de la pluviométrie à cette date? Oui, d'accord. Parce que vous avez aussi les données au niveau du ministère de l'hydraulique. Oui, les données qu'on a par rapport à... Bon, moi, je vais me référer un peu aux écoulements, effectivement. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, cette année, effectivement, les prévisions saisonnières, on les fait comme chaque année vers le mois de mai. C'est ça. Donc, on essaie de prévoir comment est-ce que la saison sera, qu'elle soit sur le plan pluviométrique, hydrologique et autres. Et effectivement, cette année aussi, on a prévu quand même des écoulements excédentaires sur pratiquement toute la bande africaine. C'est vraiment une situation excédentaire et c'est ce qu'on est en train de voir. C'est excédentaire, mais on savait très bien qu'elle allait être quand même pas comme l'année passée. Comme l'a dit l'année passée, vraiment c'était une année vraiment exceptionnelle. Des périodes de retour très rares d'ailleurs, très graves. Donc vraiment, mais excédentaire. Et on est vraiment dans une situation excédentaire par rapport aux écoulements. Parce qu'excédentaire, chaque fois, on se réfère, quand on fait les analyses, quand on le dit, au fait, c'est par rapport à une normale, quand on fait les prévisions de 30 ans. De 30 ans, donc moins de 30 ans, donc on est au-dessus. Et c'est vraiment là-dessus. Et les écoulements, on le voit. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que, au fait, c'est sur quoi je me... C'est vrai, tout à l'heure, comme le colonel-major l'a dit, et comme Kachol l'a dit, c'est vrai que cette année, c'est bien. Et vraiment, le travail qu'on fait dans le cadre du COVAC et autres, toutes les institutions, la sensibilisation, c'est très bien. Mais il faut aussi qu'on se mette dans la tête qu'il faut vraiment continuer le travail. Et au-delà de ça, il faut qu'on pense quand même à avoir des ouvrages de mobilisation de ces ressources en eau là pour essayer quand même de réduire ce risque. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que dans les années à venir, ces types d'événements vont s'accentuer. C'est clair, parce que tous les pronostics qu'on a et tous les modèles qu'on a, les modèles climatiques qu'on tourne, nous montrent quand même qu'il y aura la recrudescence des pluies exceptionnelles. Voilà, ça c'est sûr, parce qu'il y aurait vraiment l'augmentation. Combien d'années? Non, quand on fait les prévisions sur 50 ans, même sur 100 ans, quand on fait vraiment tous les modèles qu'on tourne nous montrent quand même qu'on va assister à une augmentation de la fréquence d'apparition de ces phénomènes extrêmes. Et malheureusement, ça ne va pas être seulement les précipitations, mais on risque d'aller aussi vers des sécheresses, connaître des périodes de sécheresse, de manque d'eau. Donc c'est ça, c'est les deux extrêmes. Alors, si c'est des manques d'eau, il faut quand même qu'on mobilise pour pouvoir sécuriser. Et quand c'est trop aussi, il faut qu'on stabilise pour ne pas créer des dégâts. Donc, vraiment, il faut qu'on change un peu de paradigme pour aller vers la construction d'ouvrages de mobilisation pour
en même temps stocker assez d'eau pour pouvoir et puis protéger les populations. Je reviens un peu pour dire, parce qu'il se passe encore, à part de ces précipitations, c'est qu'il y a l'action anthropique de l'homme. Sur les bassins, qu'est-ce qu'on est en train? On est en train d'utiliser les terres, de cultiver, et en cultivant, on défriche, on détruit un peu la végétation, et les terres deviennent nues. On a fait une étude, par exemple, sur le fleuve Niger. Souvent, les écoulements, pour les mêmes précipitations tombées, c'est ça qu'on observe au fait, les mêmes quantités de pluie tombées il y a 20 ans, on a des écoulements beaucoup plus importants maintenant qu'il y a 20 ans. Pourquoi? C'est parce que le sol est nu. Parce que la végétation, elle retient un peu l'eau, elle augmente l'infiltration et elle réduit l'écoulement. Mais malheureusement, avec l'action anthropique, on a défrigé tout. Le ruissellement est plus important. Et il y a aussi un ensablement important de nos cours d'eau. Et avec l'ensablement du cours d'eau, vous avez l'augmentation du niveau de l'eau qui crée beaucoup de dégâts aussi. Donc vraiment, je pense qu'on a beaucoup de challenges, mais il faut vraiment se dire que le combat, on doit le continuer. À part la sensibilisation, il faut quand même qu'on prenne aussi d'autres méthodes pour pouvoir quand même sécuriser les populations et puis gérer les terres. D'accord. Monsieur Maigri, oui. L'année dernière, ça je le dis, puisqu'on a suivi tout le processus, on a vu toute cette quantité d'eau qui est tombée. Malheureusement, quelques mois plus tard, on a fait encore le tour pour constater, mais on a vu toute cette eau est partie comme ça. Est-ce que, je pose la question, on va continuer à enregistrer des années de pluviométrie excédentaire exceptionnelle et laisser cette eau partir? Qu'est-ce que le ministère de l'Hydraulique est en train de faire par rapport à cette situation? D'accord, merci beaucoup Abdoulaye. Le ministère de l'Hydraulique, en collaboration avec d'autres ministères, parce que souvent la mobilisation des eaux, il y a aussi le génie rural qui est là-dedans. Tout à fait. Donc il faut quand même qu'on réfléchisse pour avoir quand même de... on n'a pas encore réfléchi. Oui, au fait, on le fait. Il y a beaucoup de projets qui sont... On a tous les documents qui sont là. On a beaucoup travaillé sur ça. Ça fait 2 ans, hein? Oui, ça fait 2 ans. Et l'année dernière, on a vu toute cette eau qui est tombée, qui a fait... Ça se fait pas oui, monsieur le DG. C'est un travail. C'est ça aussi, parce que même continu. l'année dernière, je le répète, parce que pourquoi je le dis, sur le même plateau, et même à l'intérieur du pays, on a attiré l'attention des autorités par rapport à ce phénomène. Parce que vous avez tout à l'heure, le colonel-major l'a dit, il faut que la question de saison de la pluie abondante soit une opportunité. Et c'est qui est vrai, mais une opportunité. Comment toute cette eau va tomber pendant toute l'année ou cette saison de pluie et on laisse cette eau partir comme ça et on revient à la carte de départ. Il faut construire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire des ouvrages de mobilisation de ces eaux, comme je dis. Et la construction de ces ouvrages, ce n'est pas une activité qu'on fait en 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Mais il faut commencer. Il faut commencer. Il faut commencer. Mais est-ce qu'on a commencé? On est en train de le faire. On a commencé. On a commencé. Vous avez vu qu'il y a d'autres. On a beaucoup de. En tout cas, on a commencé. Regardez très bien ce que je vous dis. Par exemple, quand les gens parlent de Kandaji depuis des années, vous voyez un peu le barrage de Kandaji. S'il est construit, ça va être un ouvrage de régulation en même temps. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Jusqu'à présent, si on arrive à... Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui. Quand on va le faire d'abord... C'est un éléphant blanc? D'abord, non, je n'ai pas dit. Je pose la question. Parce que les gens disent que c'est un éléphant blanc qui ça ne verra jamais le jour. Je ne sais pas si... Je parle parce que vous êtes du ministère de l'Hydraulique. Non, Inch'Allah, les autorités... Même si ce n'est pas le thème du débat. Non, les plus hautes autorités, en leur tête, le général d'armée Abdourahmane Tchani a fait de ça quand même une priorité pour lui. Je pense qu'on va arriver à réaliser cet ouvrage-là, Inch'Allah. D'accord. Ça va être un ouvrage de mobilisation d'abord pour la production agricole. Ça va permettre de réduire un peu les risques d'inondation qu'on connaît. Parce que chaque fois qu'on rehausse les digues de protection, ce n'est pas la solution comme je dis. On le fait pour le moment, c'est des situations provisoires. Mais il va falloir quand même avoir ce genre d'ouvrages qui vont nous permettre de réguler. Souvent, quand les gens parlent du barrage de Sélengué, quand on le lâche, j'entends souvent des gens dire que non, dans les réseaux sociaux, que le barrage a été lâché et que l'eau va venir. Non, il n'y a pas de risque par rapport à ça. Mais c'est un ouvrage d'irrigation qui permet aussi, quand c'est plein, eux aussi, ils font des lâchers. Le temps que ça arrive à Niamey, c'est pas moins de 2 mois. Donc, je tiens aussi à faire cette petite pour un peu calmer les gens quand ils parlent de ça. Quand il y a des lâchers de barrage à Sélengué, les eaux lâchées à Sélengué n'arrivent pas à Niamey en moins de 2 mois. Donc, si le lâchage est fait vers le mois de juillet, fin juillet, il faut continuer, il faut compter septembre, fin septembre. C'est pendant le deuxième pic de la crue qu'on appelle la crue malienne qu'on peut avoir ces eaux à Niamey. C'est bon. Donc, vraiment, voilà. Donc c'est juste pour une on peut espérer peut-être pour l'année prochaine, c'est quelques retenues d'eau, parce qu'on a vu ici à côté au Burkina beaucoup de retenues d'eau. C'est que souvent le constat que les gens font ou les remarques, si ici à côté au Burkina on a ces retenues d'eau, pourquoi ici au Niger on ne peut pas les avoir? Est-ce qu'on peut espérer pour l'année prochaine au moins avoir les premières retenues d'eau, parce qu'on n'en a pas
pour le moment. Il y a des travaux en cours. Et c'est où, c'est Retendo, c'est où? Non, on a il y a des travaux en cours. Il y en a, on a des ouvrages. Vous allez réagir, monsieur Onkolo, oui. On a des retenues d'eau même, on a beaucoup de retenues d'eau déjà. On a par exemple beaucoup de barrages tels qu'Iboa, Aman, autres, on a beaucoup. Et l'eau reste jusqu'à toute l'année? Oui, l'eau reste quand même, bon vous savez. Toute l'année? Toute l'année, il y a des retenues où il y a de l'eau toute l'année quand même. Mais il faut continuer, je dis qu'il y a beaucoup de cours d'eau qu'il va falloir maintenant, traiter pour pouvoir vraiment avoir des ouvrages qui vont nous permettre d'abord, parce que ça quand c'est retenu, ça, même pour les animaux, pour l'abdomen des animaux, pour l'élevage, pour l'agriculture, c'est beaucoup de choses. Au lieu de laisser cette eau partir comme ça. Au lieu de la laisser partir, et ça protège aussi les populations. Donc vraiment, on est conscient de ça. On va faire le constat l'année prochaine. Monsieur, vous voulez ajouter quelque chose avant de donner la parole? Oui, je vais juste... On est là toujours pour faire le constat. Je veux dire que dans le contexte du changement climatique, effectivement, il y a disposition, il y a même des groupes qui existent, des réflexions pour ce qui est de l'adaptation. Parce que les gens pensent que l'adaptation au changement climatique, c'est juste, n'est-ce pas, c'est protéger des effets néfastes. L'adaptation au changement climatique, c'est aussi profiter, s'il y a quelque chose de positif, pour faire un bon usage. Et c'est le cas justement pour ces écoulements excessifs qui se font ces dernières années. Il faut savoir les capitaliser là-dessus. C'est un pays qui a un problème d'eau. Mais voilà de l'eau qui vient en permanence, en grande quantité, mais on n'arrive pas à en faire usage, n'est-ce pas, pour les utiliser pendant que nous en avons besoin. Surtout en termes aussi de qualité. Parce que, voilà, et donc je crois que, comme il l'a si bien dit, je crois qu'il faut s'y mettre dès maintenant pour envisager des stratégies où on va développer vraiment des infrastructures pour ce faire et donc avoir disposé de suffisamment d'eau pour profiter de tout ce qui est en train de tomber. Maintenant, l'autre chose qu'il a évoqué, effectivement, c'est en termes de projection climatique. Comme il l'a si bien dit, l'élément pluviométrie, c'est l'un des éléments les plus complexes à prévoir. Parce que là où beaucoup de modèles ne s'entendent pas, c'est justement sur les précipitations. Mais Dieu merci, il y a des modèles qui sont très bons en cela. Et quand nous prenons le dernier rapport du groupe de travail, le groupe d'experts, n'est-ce pas, le GIEC, et effectivement, dans notre zone, on a prévu d'ici 2050-2100 une augmentation des précipitations. Et particulièrement, si on prend un peu l'est et le nord du pays, dans la zone désertique, comme dans la zone, le centre et l'est du pays, c'est surtout là-bas que nous allons assister à une augmentation des précipitations, n'est-ce pas, dans le futur. Et donc, cela fait que c'est dès maintenant qu'il faut se préparer pour développer des stratégies, effectivement, et en ligne avec ce que nous sommes en train de proposer d'ailleurs, en termes d'adaptation. Parce que, quoi qu'on dise, il y a l'atténuation qui est là. Alors, on nous dit qu'il faut qu'on arrive à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et tout ça. Mais l'Afrique toute entière n'est pollue que 4%. Donc, comparé à certains pays qui font à eux seuls, n'est-ce pas, 10 fois ça, je crois que vraiment, notre préoccupation majeure, ce n'est pas pour autant aller contribuer à atténuer ou réduire les émissions de gaz à effet de serre. Non, non, c'est pour qu'on se protège d'abord. Parce que ce sont les pays développés qui créent cette question de changement climatique, du réchauffement qui va au changement. Et ce changement, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup les moyens pour nous ajuster. Et donc, s'il y a quelque chose à mettre en priorité, c'est nous adapter notre agriculture, adapter notre santé, adapter tous les secteurs, n'est-ce pas, de la vie humaine, où nous pouvons quand même réduire les effets néfastes du changement climatique. Donc voilà ce que j'ai tenu à dire. Merci, monsieur le docteur. Merci. Mon colonel major, un mot sur cette pluviométrie. Vous avez tout à l'heure ajouté qu'il y a des ouvrages en cours. Donc, merci. En fait, je voulais rebondir sur ces activités de retenue d'eau. Vous savez, le Comité national de prévention et de gestion des inondations a pour vice-président le ministre de l'équipement. Et ce n'est pas par hasard. Il a effectué une mission à l'intérieur du pays récemment. Il a fait un point de presse. Et dans sa mission, il n'y avait pas que les aspects et voies de communication et infrastructures routières. Il était sur Tigre 8, qui est quand même, je pense que l'hydrologie, ils savent de quoi on parle. Et au moment où je vous parle, je sais qu'il y a une mission qui est en train de faire un travail pour capitaliser les eaux qui ruissellent du Mali en direction, en fait, du Dalol-Bosso, en passant par Tanchil et Tamaché et tout ça, pour que, dans la zone de Toukounous, pour que cette eau-là arrête de passer, qu'on puisse la retenir, ainsi de suite. Donc, en tout cas, au niveau de ce comité, des instructions ont été données et des dispositions sont en train d'être prises pour
investir pas seulement dans la réponse ponctuelle par rapport aux inondations, mais pour la prise en compte des mesures à long terme, notamment en matière de construction, notamment en matière de libération des zones inondables, notamment en matière, si vous voulez, vraiment de mobilisation des ressources en eau pour le bénéfice de l'agriculture. Donc, quand vous prenez aujourd'hui la grande irrigation qui est en train de se faire, et je pense que bientôt il va y avoir un lien entre les espaces qui sont en train d'être mis en œuvre dans le cadre de la grande irrigation et ces eaux qui sont qui ne font que passer. Je pense qu'elles vont arrêter de passer et on va pouvoir profiter pour l'agriculture, pour le bétail et ainsi de suite. Oui, donc ça c'est chose. Maintenant, par rapport, de manière générale, j'avais oublié de préciser que la situation que nous transmettons, qui est une situation des inondations, nous avons la charge de coordonner la collecte des données. Cette collecte de données est interministérielle. Tous les acteurs contribuent, la santé, l'agriculture, l'élevage, le génie rural, et j'en passe. Alors, je vais vous dire que, par exemple, ils n'ont pas fait cas. C'est la zone qui nous inquiète aujourd'hui, c'est la zone, par exemple, le Kawar. Je pense qu'on doit mentionner que récemment, au niveau des Fachi, il y a eu une inondation qui a fait quand même beaucoup d'effondrements de maisons. Ouais. Alors, ce sont des zones qui, avec 15 mm ou 20 mm, déjà les dégâts sont là. Ouais. Donc, je pense que les efforts qu'on va avoir à faire, c'est d'amener ces populations à mieux comprendre qu'ils doivent changer des modes de construction, parce qu'il vient de dire que ça va être les zones qui vont accueillir des pluies un peu plus fortes dans les décennies, dans les années à venir. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, lorsqu'on a recensé ces ménages, ce recensement, il est, si vous voulez, piloté par les préfectures qui supervisent au niveau de ce qui se fait au niveau de chaque commune. Donc, à partir de ce moment, l'État va avoir à sa disposition, en tout cas le comité, la liste des ménages sinistrés par village, par commune, par département. Et ces populations donc, font l'objet d'une assistance. Donc il faut déjà dire que l'assistance vivre est en marche. Il y a eu 2 vagues et une vague spéciale. Donc dans ce cadre-là, l'État du Niger, à travers le comité, a déjà servi 657 tonnes, 7 de vivres en termes de riz, sorgho, maïs, à ces populations-là. Ça, c'est la première réponse. Et la réponse se poursuit au fur et à mesure que d'autres ménages sont recensés. C'est ce qui est en cours actuellement sur le terrain. Il y a cette disponibilisation d'assistance au profit de ces populations-là. D'accord. Voilà. On va y revenir, parce qu'il y a une question précise, donc on va revenir tout à l'heure. Monsieur le docteur, on va avancer. À quand on peut espérer aujourd'hui la saison de pluie? Parce que nous sommes en août, nous sommes précisément aujourd'hui le 26. À quand on peut espérer la fin de cette saison de pluie pour préparer les esprits des gens? Parce qu'il faut le dire. Ok, merci bien. Voilà. Et donc, selon les prévisions que nous avons effectivement, dont je faisais cas en début de saison, donc on a prévu la fin de saison qui va connaître, donc va intervenir normalement plus tardivement en normal. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut déjà dire que c'est pas en même temps que la saison s'arrête. Généralement, nous avons, n'est-ce pas, un gradient nord-sud. Par exemple, les pluies vont commencer à s'arrêter par le nord, dans la mesure où, c'est quoi? Qu'est-ce qui amène la pluie de saison? C'est la mousson qui remonte. Tout à fait. Et donc, après, c'est ça qu'on appelle, on maîtrise là par le fronto tropical. Le FIT. Les fronto tropical, ce n'est rien d'autre que... Il est à quel niveau aujourd'hui? Oui, il est sur les Jado. Voilà. Il est toujours sur les Jado, donc il est en bonne place quand même. Et donc, le fronto tropical, c'est juste une ligne imaginaire qui démarque, qui fait démarquer l'harmattan qui est au nord et la mousson qui est au sud. Cette mousson qui nous amène la pluie, bien entendu, en rentrant pendant l'hivernage. Et donc, après, ça va commencer à se retirer vers le sud. Et donc, c'est l'harmattan qui va prendre la place. Et donc, ceux qui ne sont plus sous l'emprise de la mousson n'ont plus de précipitations. Et donc, déjà, la pluie commence à s'arrêter là-bas. Jusqu'à... À partir de quand selon vos prévisions. Oui, c'est pourquoi j'ai dit vers les 10, 15, ça pourrait commencer par...
15 septembre, septembre. vers le nord, l'extrême nord. Maintenant, ça c'est l'extrême nord. Mais ça peut aller jusqu'en octobre, quand nous revenons vers le Dendi. Jusqu'à début octobre. C'est d'ailleurs ces dernières années, on a vu que... Jusqu'en début octobre, on peut espérer encore là. Effectivement, surtout dans les zones sud-ouest du pays, donc dans la zone, n'est-ce pas, dite, n'est-ce pas... Voilà, donc... c'est cela qu'on a prévu. Maintenant, également dans nos prévisions, on a dit que vers la fin de la saison, il pourrait y avoir pour certaines localités des arrêts de pluie un peu prolongés. Ouais. Et donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Et c'est à quoi on peut assister, c'est que, par exemple, pour l'agriculture, il peut y avoir un moment où les récoltes sont presque prêtes et qu'il va y avoir un arrêt. Et après, les gens n'ont pas ramassé, la pluie va revenir. C'est à ce cas de figure qu'on peut, on est déjà arrivé à ce genre de cas de figure les années passées. Et donc, c'est ce qui, probablement, risque également de se passer dans certaines localités de notre pays. Donc, voilà, la pluie va continuer, c'est sûr. Okay. Et jusqu'à maintenant, août... dans certains régions, vous avez dit 10-15 les premiers jours, et les premières semaines de septembre, dans beaucoup de localités, surtout de la bande agricole, bande sud du pays, on va encore commencer à avoir la pluie. Maintenant, pour octobre que j'ai dit, ça veut dire que le retrait de la mousson va coïncider avec la bande sud, aura toujours la mousson jusqu'en début du mois d'octobre. Mais pendant que ça s'est arrêté au nord du pays. D'accord. Voilà ce que je dis. Ce qui risque de se passer. Voilà. C'est la météo qui a prévu. D'accord. Merci. Oui, Maguire, qu'est-ce que vous allez ajouter effectivement, ce que le directeur de la météo vient de dire, effectivement, c'est... Oui, la fin, effectivement, comme on a vu avec les prévisions qu'on a, comme il l'a dit, elles seront vraiment moyennes à tardives. Donc, effectivement, c'est l'explication qu'il donne. On peut s'attendre vraiment à des précipitations jusqu'en octobre, jusqu'en octobre, pour certaines parties du Niger, telles que la bande sud, quoi. Bon, mais effectivement, dans le nord, ça peut commencer vraiment à s'arrêter à partir de la deuxième quinzaine du mois de septembre, normalement. Normalement, en tout cas, c'est les prévisions comme ça. C'est les prévisions comme ça. Il n'y a pas de risque d'erreur? Oui, non, les prévisions sont toujours, il y a toujours des risques d'erreur. Voilà, pour savoir. Une prévision, elle n'est jamais à 100%, c'est pour ça qu'on a des prévisions. Très bien. Merci. Et par rapport aux écoulements, maintenant, effectivement, par rapport sur tout ce qui intéresse surtout les gens de Niamey, comme je l'ai dit, cette année, vraiment, la période critique, comme je l'ai dit, c'est le mois d'août. C'est vraiment la dernière décade du mois d'août. Très souvent, en tout cas, toutes les statistiques, les inondations à Niamey. En tout cas, parce que au fait, l'hydrogramme de Niamey, les écoulements, c'est une courbe bimodale. C'est-à-dire, la première crue, c'est celle-là qu'on appelle la crue locale, qui est due donc aux apports, surtout des affluents de la rive droite du fleuve Niger, la Sirba, le Gorol, etc., qui font beaucoup d'apports. Parce qu'effectivement, les écoulements, actuellement, quand on a un peu en amont, vraiment, c'est aussi, les côtes ne sont pas très élevées. Donc, vraiment, même s'il y a ces précipitations-là, on espère, tout ça dans le cadre de prévision, on espère que cette année, on peut passer quand même sans connaître la crainte qu'on a eue l'année passée avec beaucoup en un mot, les populations de Niamey peuvent dormir tranquilles. Ils ne peuvent pas. Non, je ne le dis jamais. Je pose la question parce que la décade, vous avez... Non, parce que j'ai dit statistiquement, statistiquement, c'est ce qu'on a connu. Mais maintenant, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types d'inondations. L'inondation fleuve, c'est le débordement du fleuve. Donc, il y a toujours un mais le risque, parce que l'autre inondation aussi qui est là, les maisons qui tombent, les effondrements, comme l'a dit le colonel Major tout à l'heure, ça, ce n'est pas lié au débordement du fleuve. C'est des précipitations. Et puis dans les villes, vous savez que le ruissellement, c'est à 100% quand il pleut dans les villes. Donc les ouvrages d'assainissement qui ne sont pas. Donc ce qui fait qu'on peut toujours s'attendre à des inondations, c'est clair, jusqu'à la fin de la saison de pluie. Il ne faut jamais dire que il faut que les gens soient sur le garde. Il faut être sur le garde jusqu'à la fin de la saison. Vraiment. D'accord. Merci, M. Léger. Merci. Mon colonel, on va revenir sur ce que vous avez évoqué déjà le sujet tout à l'heure. À présent, quelle est la situation sur les risques d'inondation comparativement à l'année dernière pour avoir une situation exacte de ce que vous êtes en train de gérer au niveau du comité de gestion des catastrophes là-bas? Alors, la situation des inondations, comme j'ai dit, j'ose croire que mon optimisme va continuer. Et puisque les crues, en tout cas la crue locale du fleuve, la crue malienne, la crue guinéenne, ne devraient pas intervenir avec beaucoup de conséquences, même si on sait que le fleuve est déjà suffisamment rempli. En termes d'infiltration, il n'y a pas beaucoup de potentiel infiltration puisque c'est déjà imbibé d'eau. Et qu'il y a déjà des enjeux, donc des espaces de culture qui sont déjà ensémencés, où il y a en tout cas des cultures. Et puis, il y a aussi beaucoup d'affluents du fleuve qui
pour le moment, on ne peut pas dire qu'ils sont vides. On peut pas dire qu'ils sont vides. Tout à l'heure, il a parlé de Tchibiri. Je pense que c'est le Dalol Mori ou le Dalol Foga, tout ça, qui amène de l'eau au niveau de la région, en tout cas sud-ouest de Dosso. Donc, il y a ces effets-là. Pour nous, nous allons rester sur le qui-vive et nous appelons la population à beaucoup de vigilance. Alors, hier, un document a été diffusé par la télévision nationale. Les écoulements qui viennent des plateaux qui dominent la rive droite, là, qui certains n'arrivent pas au fleuve. Donc, il y a toutes ces questions-là. Donc, pour nous, il faut rester sur le qui-vive. Mais en réalité, il faudrait plutôt le remède, c'est le changement de comportement. C'est le changement de comportement. En germain, on dit Harizur Singh Fondatan, je crois que c'est ça l'expression. Donc, pour moi, tant que nous ne quittons pas les zones inondables, et nous courons le risque. Donc, on ne peut pas continuer à répéter l'endiguement. Non, le Niger est vaste. Il faut libérer les espaces pour permettre aussi aux eaux de s'écouler correctement. C'est vrai qu'il y a des activités aussi autres qui sont celles des changements de mentalité. Déjà, l'État fait des efforts. Je ne sais pas si vous me permettez de parler de ces efforts. Allez-y, regardez, aujourd'hui, je pense que la réduction substantielle du coût des ciments, qui date quand même de bientôt plus d'un an, elle est quand même effective. Et la production aussi des cimenteries, elle est là. Et je pense que aussi il y a une consommation parce que la pénurie qu'on constate, ce n'est pas que ce n'est pas produit, c'est la consommation qui est en train de s'élever. Donc c'est un changement de comportement, donc un engouement vers des maisons résilientes, vers des maisons en matériaux définitifs pour pouvoir en tout cas mieux sécuriser nos familles. Donc ça c'est très, très important. Il y a aussi pendant la saison des pluies, en tout cas il y a quelques semaines, il y a une activité conduite par le ministère du Commerce qui consistait à contrôler l'effectivité de ces prix-là sur toute l'étendue du territoire national, ce qui est quand même une très bonne chose. Au-delà de ça, vous avez vu, on a reconstruit à mieux les infrastructures dégradées par les inondations de 2024. Aujourd'hui, le pont des Soreilles, pour moi, c'est une fierté parce que ce n'est plus le petit truc qui était là, à ras le sol, que l'on pouvait venir envahir n'importe comment. À l'occasion de la visite du ministre de l'Équipement. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, tous les ministères, il faut le dire, le ministère en charge de l'Éducation nationale a fait des efforts l'année dernière. Et actuellement, ils sont en train de recenser et préparent la rentrée scolaire. Donc, ce sont ces efforts-là de reconstruction à mieux des infrastructures scolaires pour abriter donc, nos enfants, pour abriter les enseignants. Le ministère de la Santé, il travaille. Le ministère de l'Agriculture, tous les ministères, en tout cas, sont là en train de conduire quelque chose d'assez important. Maintenant, vous avez le ministère en charge de l'urbanisme qui a proposé au comité un modèle de maison résiliente. Ça veut dire qu'à terme, on va arriver à une proposition d'un modèle de bâtiment à moindre coût pour permettre un accès à la communauté, un plus grand accès, pas seulement aux privilégiés, aux plus nantis. Donc ce sont ces genres de dispositifs que le comité est en train de mettre en place. Mais encore une fois, je vous dis que les institutions sont fermes au niveau, en tout cas, des plus hautes autorités, au premier rang desquelles le général d'armée Abdraman Tchani, chef de l'État. Et encore une fois, c'est pourquoi il faut insister, sur quoi il faut insister, c'est la réponse de l'État par ses propres moyens. Ce n'est plus la politique de la main tendue d'avant. Voilà. Maintenant, toute bonne volonté, vous, moi, ou les citoyens lambda, ou la diaspora, parce que la diaspora, c'est quand même très important. Comme vous un pays comme le Mali. La contribution de la diaspora. Mais notre diaspora peut faire plus. Elle peut faire plus. Regardez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina. Donc, ces mécènes-là doivent s'adresser au comité qui est logé au cabinet Premier ministre ou au niveau des différents gouvernorats ou au niveau des différentes préfectures pour pouvoir apporter leur contribution en s'alliant sur les principes que j'ai évoqués tout à l'heure, donc le leadership de l'État. C'est d'abord l'État. C'est d'abord l'État. Voilà. C'est d'abord l'État. La politique de la main tendue, où on vient, on vous fait signer des papiers, on vous a donné 300 millions, alors qu'on a peut-être injecté 100, je ne sais pas moi. Et le reste passe où? Justement, les gens vendaient nos misères. C'est de ça qu'il s'agissait. C'est-à-dire que tant qu'on peut accepter de dire que le Niger est misérable pour faire un appel de fonds et que ces fonds n'atterrissent même pas au Niger, les gens étaient enclins à faire ça. Or, rappelons-nous de nos coutumes.
en termes de catastrophe, la première solidarité, c'est celle de votre voisin. Tout à fait. Donc nous faisons un appel à la solidarité de proximité d'abord. Ensuite, l'État et les bonnes volontés qui peuvent taper à la porte de l'État pour s'aligner selon les instructions, selon la vision. Aujourd'hui, l'année dernière, vous voyez, la réponse a été là. Tout à fait. Et on n'a pas eu besoin, en tout cas, de courir à gauche, à droite. Et c'est la première fois que ça s'est passé, selon beaucoup de témoignages que nous avons recueillis, et ici à l'intérieur du pays. Tout à fait, et les gens sont satisfaits. Et je crois qu'il y a une meilleure prise de conscience quand c'est fait par nous-mêmes, pour nous-mêmes. D'accord. Donc les résultats sont là. Ok. Pour l'instant, pour finir sur ce jeu, la situation est sous contrôle, il n'y a aucun problème. La situation est sous... les quelques désagréments qu'il y a eu, parce que... La situation est sous contrôle parce que je vous dis que les autorités, autant qu'au niveau de la chefferie, au niveau coutumier, au niveau des administrateurs délégués, au niveau des préfets, au niveau des gouverneurs, il y a une prise en compte de la préoccupation de nos concitoyens pour régler ces problèmes-là. Et au niveau central, les ministères, chaque ministère joue sa partition et a une cohérence de l'action sous le leadership donc, du cabinet du Premier ministre. D'accord. Dans le comité. Merci. Merci, mon colonel-major, pour toutes ces explications. On a pratiquement fait le tour du sujet, puisqu'on a 1 heure de temps, donc il ne reste que quelques minutes. Alors, pour finir, quel sera votre message en direction des populations sur cette saison de pluie qui est en cours? Monsieur le directeur de la météorologie nationale. Merci, monsieur Abdoulaye. Donc, déjà, il faut que l'on parle des risques hydrométéorologiques. Des risques hydrométéorologiques. Donc, tout ce qui est lié au climat, à l'hydrologie, à la météo, au temps. Je crois que c'est ça qui va devenir plus récurrent. Et c'est pourquoi il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Et c'est au niveau mondial, depuis 2009, on a mis en place donc, le cadre mondial pour les services climatologiques. Parce que le climat, c'est l'élément central aujourd'hui, c'est transversal. Tout le monde en a besoin. Et c'est ainsi que nous, depuis 2012 au Niger, nous avons essayé de faire notre première réunion donc pour mettre en place donc, les différents groupes de travail. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut travailler seul et avoir un résultat. Il faut qu'il y ait de l'interdisciplinarité. C'est en ce sens que nous avons créé le cadre national pour les services climatologiques du Niger, où nous avons, au niveau de la direction de la météorologie nationale, travaillons avec presque tous les ministères et les services techniques, où nous avons le climat ressources en eau, avec les points focaux qui est l'hydraulique avec nous. Et nous avons le climat réduction des risques de catastrophe. Un peu ce document, voilà. Donc chaque mois, on produit l'information pour que l'information passe au niveau de nos autorités, au niveau des populations, n'est-ce pas? Et aussi les médias qui viennent prendre ces éléments-là, bien que nous aussi à notre niveau, on est en train de maintenant commencer à faire les traductions en certaines langues nationales pour que vraiment le maximum de gens sachent ce qu'ils ont. Donc tout ce qui est comme risque de catastrophe, que ce soit les inondations, la sécheresse, les feux de brousse, les maladies, les maladies, s'il y en a, tout est dans ce document-là. Nous avons le climat-énergie. Climat-énergie, nous travaillons sur les lignes de la Nigeria, par exemple, surtout pour voir en termes de consommation, comment les fluctuations du temps arrivent à conditionner, n'est-ce pas, la quantité, par exemple, d'énergie consommée. Nous travaillons également sur les photovoltaïques pour voir est-ce que les nuages qui passent et autres arrivent à atténuer selon les périodes pour pouvoir donner des conseils, des dimensionnements, n'est-ce pas, pour avoir la bonne énergie selon le climat. Et nous avons également le climat agriculture et sécurité alimentaire, où tous les acteurs sont là, donc effectivement qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, l'agriculture avec grand A bien entendu, la direction générale de l'agriculture qui assure les points focaux avec nous, comme point focal climat, direction générale des productions végétaux, direction de développement pastoral et de la production des industries animales, Centre national de lutte anti-encridier, parce que cette année on a aussi frôlé à ce niveau-là, on allait avoir encore des cas, n'est-ce pas, fort heureusement. Direction générale des génies rural, Office national des aménagements hydro-agricoles, Institut national de recherche agronomique, Direction générale des statistiques agricoles, Inspection générale des services, Direction générale des ressources en eau, Dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires, pour ne citer que ceux-là. Donc tous, on se rencontre au niveau de la météo pour sortir chaque mois pendant l'hivernage, y compris bien entendu pour ce qui est des catastrophes, avec le SAP, la direction de la police civile, qui y prend part, et n'est-ce pas, pour évoluer. Donc c'est dire que vraiment nous avons beaucoup d'outils que nous développons. Maintenant en termes de conseils justement pour le risque hydrométéorologique, et
je vais un peu continuer là où le DG de l'hydraulique s'est un peu arrêté quand il parlait de notre mauvaise utilisation de l'environnement et surtout la dégradation de l'environnement. On a conduit un certain nombre de projets et pour toutes les régions où on a sur le Dalol, comme ici dans la zone de Tilaberi, quand nous prenons par exemple vers Urogelajo et même Limanan, à Limanan par exemple, on a réalisé qu'avant 2000, il n'y a jamais eu des inondations. Jamais. Donc maintenant, avec le changement climatique, nous avons une récurrence des fortes pluies qui sont arrivées. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à aller sur les plateaux. Ils dégradent tous les plateaux. Or, l'eau quitte les plateaux pour venir. Donc on a les ravinements qui se créent. Il y aura l'apport du sable, il y aura aussi la destruction de l'espace et les arbres vont disparaître. Et voilà ce qui va encore constituer de sérieux problèmes si on ne fait pas attention, surtout pour les régions comme Tilaberi, n'est-ce pas? Où vous allez voir l'espace hachuré. Oui, on a vu, nous on est allé à Ourogelage, on a trouvé des gens, ils ne coupent pas au bord, ils rentrent à l'intérieur, ils coupent tout, et dès que l'eau tombe, ça devient encrouté, tout descend dans les ravins et ça crée des sérieux problèmes à l'environnement. Donc je crois que c'est sur ces genres de risques-là qu'il faut vraiment agir. Nous avons des fortes précipitations qui arrivent également. Nous avons les sécheresses. Les sécheresses, c'est quoi d'abord? C'est souvent les arrêts un peu prolongés de pluie à l'intérieur des saisons. Ce n'est pas en soi la baisse de la quantité de pluie globale. Non, en termes de quantité de pluie globale, toutes nos études tendent à nous montrer que la quantité de pluie augmente. Mais à l'intérieur des saisons, des fois, le profil est mal fourni et donc nous avons des arrêts de pluie. Vous vous souviendrez qu'en 2022, on a même conduit des opérations de pluie provoquées pour effectivement résorber ces genres de situations où, quand on a des arrêts prolongés, on peut quand même bombarder les nuages pour pouvoir quand même avoir... L'autre chose qui est en train d'arriver, c'est la grêle. Le colonel-major l'a mentionné récemment. Bien entendu, la grêle, oui, la grêle, ça devient maintenant aussi un peu récurrent. Parce qu'il n'y a pas que cette année, 2 ou 3 années, effectivement. Oui, ça détruit les cultures. Ça détruit justement les cultures. C'est un phénomène qui est surtout développé dans les zones dites tempérées, où effectivement, nous prenons nos avions pour aller bombarder, faire pleuvoir ou chuter les pluies. Eux, par exemple, dans ces zones-là, parce que c'est leur préoccupation majeure, la grêle détruit tout le... Donc c'est pourquoi ils envoient des avions pour pouvoir... Comment on peut expliquer cette Oui, en fait, pour détruire la grêle et pouvoir sauver leur culture. Alors, qu'est-ce qui arrive ça? Ce sont les types de nuages qu'on appelle les cumulonimbus. Ceux-là même qu'on connaît, qui font des éclairs avec beaucoup de vent et tout ça. Et avec le réchauffement climatique, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des formations de supercellules. Ça veut dire que les formations qu'on connaît dans le temps, là, maintenant, ça devient encore gigantesque. Et de cette manière-là, qu'est-ce qui se passe, comment la grêle se forme à l'intérieur? Ce sont des nuages où nous avons une température beaucoup plus moindre à la base du nuage, et en haut nous avons des températures très très basses, et ça fait que ça crée des va-et-vient de vent. Donc le vent qui monte et qui redescend. Et dans la mesure où nous avons des noyaux dits glacogènes, donc ce sont des petites particules de poussière et autres, donc autour de ça, ça se cristallise et ça grossit pour donner, si vous voulez, comme des ballons de glace. Et avec le temps, avec le phénomène de la coalescence, des fois, les mêmes grêlons-là vont s'ajouter, s'agglomérer pour devenir gros. La taille des grêles peut aller jusqu'à 50 mm. Vous voyez, donc c'est assez gigantesque. Donc si ça tombe sur quelqu'un ou ça tombe sur des cultures, c'est comme si tu mets la coupe pour couper. Et donc tous ces phénomènes-là augmentent. Et également, l'autre chose, c'est aussi les tonnerres. On l'a vu, qui commence à être aussi une préoccupation. Voilà, au Niger. Donc voilà, c'est de façon globale. Merci, monsieur le docteur. Oui, monsieur DG, qu'est-ce que vous avez comme message pour finir? Je pense que moi, le message que j'ai, c'est qu'il faut qu'on traduise maintenant effectivement le climat. Le changement climatique, il faut que ça soit pour nous une réalité. C'est une réalité. Ça va être une réalité. C'est sûr que c'est une réalité, mais il faut qu'on la transforme en opportunité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit qu'on pense que c'est quelque chose de mauvais en soi. Il faut qu'on puisse exploiter ça à bon escient. Et l'exploiter à bon escient, maintenant, il faut effectivement penser à tout. Même par rapport aux pratiques culturelles. Parce qu'effectivement, la forte variabilité climatique va nous amener à changer, comme je l'ai dit, de paradigme. On ne peut plus faire les cultures pluviales comme on les faisait avant. Parce que, comme l'a dit le docteur de la météo, on va assister pratiquement à une accentuation des phénomènes extrêmes. Ça veut dire que les séquences sèches vont être plus longues. On a déjà prévu un débat, juste après ce débat, sur la campagne agricole qui est en cours. Donc, ces séquences sèches-là, il faut trouver maintenant des méthodes d'apport
même si ce n'est pas des pluies provoquées, mais des petits bassins de rétention qui peuvent permettre de faire des apports complémentaires pendant... Parce que souvent, très souvent, c'est une seule pluie qui fait rater toute la production. Ouais. Alors si vous avez... On a testé ça un peu au Burkina avec des bassins qu'on a essayé de faire dans des périmètres, dans des champs, et des bassins on prenait ces eaux-là. Les populations, quand il y a ces camps sèches, elles prennent de l'eau pour irriguer un peu, une seule fois, et ça permettait de sauver les cultures. Oui. Donc je pense qu'il faut qu'on change, et puis maintenant développer, aller vers l'irrigation, parce que les cultures pluviales, comme on les faisait avant, je pense qu'on va aller, ça va être de plus en plus difficile. Et c'est ça que je dis, le programme qui donne des très bons résultats. Et vraiment, les gens prennent de la... Je pense qu'on va transformer ça en opportunité pour pouvoir vraiment changer le paradigme et puis vraiment profiter un peu de tout ça pour que ça ne soit pas... Vraiment, mais maintenant, par rapport à la situation, comme on le dit, par rapport aux écoulements, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reste toujours sur nos gardes jusqu'à la fin de la saison. Parce que le risque est toujours là, tant que les précipitations sont là. Et surtout qu'on a prévu la saison qui doit continuer jusqu'à mi-septembre, normalement, avec des précipitations prévues dans la première quinzaine de septembre, assez importantes quand même, normalement. Je passe sous le contrôle du directeur de la météo nationale. Donc on reste quand même assez vigilant. Les populations n'ont qu'à faire... Et c'est le retenu d'eau? Sur les retenues d'eau, oui, ça, je dis que ça... J'insiste beaucoup, puisque l'année dernière, on a fait tout le tour du Niger et on a vu toute cette quantité d'eau qui est tombée. Et malheureusement, cette quantité d'eau est partie en quelques mois. Comment on peut expliquer ça? La quantité d'eau, on ne peut pas la retenir complètement. Quand on parle de retenue, c'est juste pour stocker ce qu'on peut pour pouvoir l'utiliser. Parce qu'on ne peut pas retenir de l'eau, on retient ce qu'on peut, le reste, il y a toujours un déversoir. Oui, mais même ça n'a pas été fait. Non, mais ça ne peut pas se faire en une année. C'est un travail de longue haleine. On commence. Et comme on est dans la refondation. Le plan de la refondation, il est prêt et on est en train de faire beaucoup. Regardez un peu ce tout l'effort qui est en train d'être fait. Tout le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui dans les choses au niveau de la région de Difa, etc. Vous voyez très bien à la télé comment est-ce que dans le cadre de la refondation, tout le travail qui est fait. C'est un travail gigantesque. Et vous n'imaginez pas. J'ai vu tout ce travail. Imaginez tout le coût de tout ça. Il faut vous rapprocher pour savoir ce que ça coûte réellement. Tout ça. C'est énorme. Donc c'est que ça demande. C'est ça la souveraineté aussi. C'est ça la souveraineté. Mais donc on est là-dessus et on continue. Oui, on commence en fonction de nos moyens. On va arriver, Inch'Allah. Comme l'a dit le colonel-major Bago tout à l'heure, on ne va pas tendre la main en fonction de nos moyens. On va réaliser ce qu'on peut. Si Dieu nous le montre, on sera là l'année prochaine sur ce plateau pour faire le constat. Et ça va ce qui s'est passé. Merci, CDG. Mon colonel-major, quel sera votre message? On finit avec vous. Alors, moi, c'est un message, en fait, des respects et des communications en matière de prévention, en matière d'abord... Lorsqu'aujourd'hui, vous prenez... Tout à l'heure, il a parlé du cas du barrage de Sélengué. C'est parce que, tout simplement, les autorités maliennes compétentes ont communiqué pour la consommation de la population malienne et les populations nigériennes ont pensé que c'est pour leur consommation. Donc, c'est pour dire que nous avons des services tels que l'hydrologie, tels que la DMN, qui sont suffisamment compétents pour produire les messages à transmettre à nos populations. Tout à fait. Et pas seulement ces services-là, mais de manière générale, c'est le respect de la communication officielle. Ne s'érige pas en communicateur par rapport à une alerte tout qui veut. Donc, à mon humble avis, c'est que aujourd'hui les citoyens... Je pose la question, cette communication a manqué par le passé. Mais ce n'est pas qu'elle a manqué, c'est qu'aujourd'hui, le risque qu'on a... Non, le risque qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup qui s'érigent communicateurs. Dès lors que le gars sait manipuler un clavier d'ordinateur, il va vous faire un reportage, il fait un montage et puis c'est diffusé. Mais ça déroute les populations. Tout à fait. Or, pour s'adresser à une commune, c'est le maire qui est compétent. C'est-à-dire que le maire, c'est lui qui est le chef de famille. En ce qui concerne la commune. Au niveau du département, c'est le préfet. Au niveau de la région, c'est le gouverneur. Maintenant, au niveau national, nous avons tous ces services qui sont là, qui sont suffisamment compétents, qui ont le matériel nécessaire, qui, au moment venu, feront la communication pour nous protéger. Donc, nous lançons un appel à la population, d'abord, d'écouter les informations transmises par les autorités compétentes, par les services compétents, et aux jeunes, particulièrement à la jeunesse, d'éviter souvent de communiquer sur certains sujets dès lors qu'ils n'ont pas l'expertise de le faire. Bon, il n'y a pas que les jeunes, mais c'est que souvent, on a l'impression que qui est-ce qui est le premier à donner l'information dans le groupe WhatsApp. C'est un exemple de comportement à bannir. Moi, j'appelle à la prise de conscience de tous. Maintenant, l'autre chose qui est plus importante, mais ces inondations, ce n'est pas que les plus pauvres qui sont victimes. Ce n'est pas les moins riches, ce n'est pas les moins instruits. Mais en réalité, ça frappe tout le monde.
Donc pour nous, ce qui est important, c'est un changement de comportement dans l'utilisation des terres. Le Niger est vaste. Ouais. Sortons là où il y a le risque. Permettons à l'eau de s'écouler normalement. Et lorsqu'il y a un problème, restons à l'écoute des services officiels. Donc, le major, ça veut dire, malgré tout ce qu'on dit chaque jour, presque parce que je me rappelle de ce sujet, on l'a évoqué l'année dernière sur ce plateau, il y a toujours des gens qui continuent à construire sur des zones inondables. Mais il y en a qui construisent. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui construisent. Jusqu'aujourd'hui. La sensibilisation. Oui. Et malheureusement, je vous dis, ce n'est pas les plus pauvres. Intellectuels, parce que vous dites que ce n'est pas les moins, même c'est pas les moins instruits. Même des intellectuels. Bien sûr. Qui achètent des terrains. Bien sûr, qui construisent. Il y a souvent même ceux qui se croient instruits, c'est eux qui induisent en erreur. C'est eux qui viennent bloquer les voies de passage. Et les plus pauvres en souffrent. Donc pour nous, le Niger est vaste. Les plus riches ou les plus puissants? Je sais pas. Je ne sais pas la puissance par rapport à la nature. Voilà, est-ce qu'on est puissant par rapport à la nature? Dans une zone inondable, mais est-ce qu'on est puissant par rapport à la nature? Je sais pas. Moi, je pose la question. Et puis on est tous des croyants. Je ne veux pas provoquer des désagréments à mon voisin quand même. Donc, à mon humble avis, c'est le respect des textes. Nous avons suffisamment de cadres juridiques qui nous permettent de nous protéger. Aujourd'hui, on est en train de faire des activités qui souvent sont peut-être mal prises, pas comprises, mais au fur et à mesure que les gens les comprennent, après ils viennent dire mais finalement donc l'autorité avait raison. Mais je crois que c'est cette culture-là, c'est cette discipline pour nous protéger et puis éviter d'induire les uns en erreur. Parce que vous êtes un cadre, quelqu'un va vous voir faire quelque chose. Si vous avez mal fait, non mais Abdoulaye a fait, Abdoulaye c'est un intellectuel. Donc si Abdoulaye l'a fait, je vais le faire. Or, il se pourrait qu'Abdoulaye aussi est peut-être dans une zone inondable. Donc voilà, moi, mon mot de fin, c'est que vraiment qu'on se sensibilise tous pour éviter de gaspiller des ressources. Voilà. Merci, vraiment mon colonel-major pour votre contribution. C'est comme toujours, parce que bon, vous êtes régulièrement sur ces plateaux pour communiquer, dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et ça fait vraiment, vraiment du bien. Merci. On a vu la question des inondations. Vous êtes dans le comité, on a vu que la situation, grâce au bon Dieu, il faut dire la vérité, ce n'était pas comme l'année dernière, et ça fait plaisir, parce qu'on n'a pas connu les mêmes déboires que l'année dernière. Ça fait plaisir, avec toutes les dispositions que l'État a eu à prendre, vous l'avez dit, parce qu'on a vu que les services sont ensemble, ils travaillent ensemble, il y a une communication qui est en train de se mener à ce niveau, et ça fait plaisir de voir ça. Vraiment, merci, et j'espère que ça va continuer tout au long de ces années pour éviter ces risques d'inondation inutiles. Quand vous avez des centaines et des centaines de victimes pour rien, je pense qu'il faut éviter ça, et l'État est en train de prendre des mesures justement pour éviter ça. Vraiment, merci pour tout ce que le comité est en train de faire, avec à sa tête le Premier ministre qui est là, et les autres vice-présidents, et tous ceux qui sont dans ce comité en train de se faire. Vraiment, merci beaucoup. Et on a vu, vous l'avez dit, c'est comme l'année dernière, on n'attend plus l'aide des partenaires ou de l'extérieur. C'est d'abord nous-mêmes, c'est nos contributions, c'est la contribution de l'État, et ça fait plaisir. Parce que souvent, les gens, on l'a dit, je ne sais pas vrai ou faux, je pose la question, les gens font du business autour de ces questions. C'est vrai, mon colonel-major? Oui, on fait du business, parce qu'on a vu, surtout les partenaires extérieurs, il faut le dire, des ONG qui font du business. C'est fini aujourd'hui, il n'y a plus de business. Dans tous les cas, on n'a pas l'occasion de faire le business. Très bien. Et il aura fallu l'arrivée du CNSP pour arrêter ça. Je pose la question aussi. D'accord. Tout à fait. Merci. Et, monsieur le directeur national de la météo, merci aussi pour votre contribution et tout ce que, en tout cas, votre service fait, parce qu'on a vu, le service a changé avec des documents, vous l'avez démontré, et qui sont là pour l'information du public. Il suffit juste peut-être que les gens vont à la recherche de cette information, parce que souvent, il ne faut pas souvent faire des documents, mais il faut que les gens quand même s'approprient ces documents pour connaître les informations dessus. Vraiment, merci. On a vu la météo aussi, ça a changé beaucoup. Quand vous faites des prévisions, il y a quelques ratés souvent, mais sinon tout est correct. Et ça veut dire que vous avez un équipement aujourd'hui qui vous permet de faire cette prévision. Vraiment, merci pour tous les efforts que ce service est en train de faire, le ministère des Transports avec. Merci beaucoup. Et, monsieur le directeur général, merci aussi pour tout ce que le ministère du Directeur est en train de faire et votre contribution à ce débat. On a vu là aussi des dispositions ont été prises par le ministère pour suivre de jour en jour l'évolution de la situation, et ça fait plaisir. Peut-être ce qui avait aussi un peu manqué et tout ce que vous avez dit, les dispositions qui ont été prises pour les ouvrages, parce que sans ouvrage on ne peut pas retenir de l'eau, il faut dire, parce qu'ici à côté au Burkina, j'insiste, et c'est pas aujourd'hui, depuis longtemps le Burkina
Burkina a réglé ce problème avec des retenues d'eau un peu partout. Il faut que nous-mêmes nous ayons dans ce sens pour pouvoir retenir cette eau qui tombe abondamment et qui malheureusement au bout de quelques mois ça part alors que ça peut servir à beaucoup de choses. Vraiment merci. Merci à tous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et pour notre prochain débat, nous allons faire un état des lieux sur la campagne agricole en cours. Excellente soirée à tous. Au revoir.